Écoutez la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à ceux et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pays où s'engager peut coûter la liberté, la prison, la vie. Mon invitée est Fahimeh Pansonaï, ingénieure française d'origine iranienne, engagée pour les droits humains et la liberté en Iran. Elle est membre de l'Association des femmes iraniennes en France et du comité de soutien aux droits humains. Elle porte aujourd'hui une parole construite à la fois par son histoire familiale, l'exil et son engagement. Mais avant avant d'engager cette conversation, comme chaque semaine, mon édito. Et cet après-midi, comme chaque semaine, je vous propose de nous engager pour le courage des femmes. Dans les pays soumis à des régimes autoritaires, les femmes jouent depuis des décennies un rôle central dans la résistance. Elles font preuve d'un courage remarquable, souvent au péril de leur liberté ou de leur vie. En Iran, comme en Afghanistan, l'histoire récente et l'actualité témoignent de la détermination féminine à défendre les droits fondamentaux et à s'opposer à l'oppression malgré des conditions de répression extrêmes. S'engager pour le courage des femmes, c'est reconnaître et soutenir leur capacité à briser les codes imposés, à résister à l'injustice et à prendre des risques pour la liberté. Et ce courage, particulièrement incarné chez les femmes iraniennes, ne se limite pas à une lutte que l'on porte sans en mesurer les dangers. Il se joue dans chaque geste quotidien, des gestes qui exposent, qui engagent, des voix qui peuvent coûter la liberté ou la vie. Depuis la révolution de 1979, le régime iranien s'est construit en organisant le contrôle de la société à travers un principe simple: rendre visible l'ordre et le rendre incontestable, notamment à travers le contrôle des femmes et de leur corps, en faisant du port du voile un symbole politique et social. Lorsque Jina Mahsa Amini meurt après avoir été arrêtée pour son voile jugé mal porté, ce drame provoque une onde de choc et révèle la violence du système. Pourtant, loin de se soumettre, des milliers de femmes ont exposé publiquement leurs cheveux aux yeux de tous, en défiant l'autorité et en prenant des risques réels pour leur sécurité. Ce geste, dans un pays où l'ordre totalitaire ne tolère aucune dissidence, est un acte d'une radicalité politique et un cri pour la dignité. Et il marque un basculement, celui du passage de la peur à la désobéissance visible, celui du moment où l'obéissance se rompt. En Iran, le courage des femmes ne se réduit pas à une revendication individuelle. Il incarne un affrontement direct avec un système de pouvoir. Il est porteur d'une transformation sociale profonde et force l'admiration, bien au-delà des frontières de leur propre pays. Et il s'inscrit dans le ton long. Il s'est transmis. L'histoire montre que la résistance des femmes en Iran ne s'est pas construite en un jour. Dès les années 80, des mouvements clandestins ont défendu l'accès à l'éducation, l'expression artistique, la possibilité de circuler sans contrainte. Cette lutte s'est organisée à travers des réseaux de solidarité, des ateliers, des manifestations silencieuses, à l'abri des regards, mais contre le pouvoir. Et parfois, grâce à l'appui de figures emblématiques qui ont encouragé la société à sortir de la peur. Aujourd'hui, avec la guerre qui s'installe dans le pays et qui fragilise davantage les repères sociaux, la question de l'organisation de cette résistance devient cruciale. Comment maintenir la cohésion du mouvement face à la répression accrue, aux coupures d'Internet et aux bombes qui s'abattent quotidiennement sur le pays et sur la région tout entière? Cette capacité à s'organiser, à trouver de nouveaux modes d'action est peut-être l'un des plus grands actes de courage et d'espoir pour l'avenir de l'Iran. Ce que produisent aujourd'hui les femmes iraniennes dépasse leur propre combat. L'engagement des femmes invite chacun à réfléchir sur la notion de courage, sur la nécessité de soutenir celles qui, partout dans le monde, défient l'injustice malgré les risques. Car chaque geste de résistance, aussi petit soit-il, est une pierre posée sur le chemin de la liberté et de l'égalité. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Aujourd'hui, dans la force de l'engagement, je donne la parole à Fahimeh Pansonaï, ingénieure française d'origine iranienne, engagée pour les droits humains et la liberté en Iran. Bonjour, Fahimeh. Bonjour, merci pour l'invitation, Muriel. Alors, vous le dites clairement dans votre engagement et encore récemment dans un discours que vous avez prononcé il y a quelques jours, moi je suis là pour parler des femmes iraniennes que vous décrivez comme étant depuis 1979 à l'avant-garde du combat contre le régime, des femmes connues, mais aussi des femmes anonymes, exécutées, emprisonnées, torturées. Vous évoquez d'ailleurs ces 10 jeunes filles dont les corps ont été exposés en 1981, même sans que leur corps, que leur nom soit connu. Et puis vous parlez aussi, on y reviendra tout à l'heure, sur votre histoire familiale. Alors, qu'est-ce que le sort réservé aux femmes réserve, selon vous, de la nature même de ce régime iranien ?
En fait, quand je viens vous dire je veux parler des femmes, c'est pas un slogan. Depuis le premier jour, ce régime a compris qu'en fait, son existence était liée à l'annihilation des femmes. En fait, la répression des femmes pour lui, c'est la répression de toute la société. C'est-à-dire en contrôlant les femmes, il contrôle toute la société. C'était, comme vous l'avez dit, c'était le premier verrou d'une dictature totale, politique. Le hijab obligatoire n'était pas juste un code vestimentaire imposé aux femmes, c'était vraiment le premier acte de démarrage d'une dictature fasciste et religieuse. Et moi, je vais vous dire, quand on afflige aux femmes des violences, ce n'est jamais pour une cause, ce n'est jamais pour une religion, ce n'est jamais un acte, je dirais, sans conséquence. Pourquoi ce régime attaque les femmes autant ? Parce qu'en fait, les femmes portent la vie, les femmes portent la dignité. Et c'est vraiment de ça qu'il a peur. Justement, ils devraient s'en satisfaire, puisque c'est une façon de renouveler leur quota de personnes radicales. Les femmes leur font peur ? Les femmes leur font vraiment peur, parce qu'en fait, c'est elles qui portent la liberté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, depuis les premiers jours, ce sont les femmes qui portent la liberté. Alors, vous avez été engagée pendant des années, mais vous avez pris la parole assez récemment. Alors, et bien sûr, il y a eu la mort de Mahsa Amini, qui a marqué un tournant spectaculaire, notamment en Europe, et même dans le monde, et qui a mis un focus très particulier sur l'Iran, avec ce slogan qui a été porté par des milliers de femmes partout, Femme, vie, liberté. Est-ce que c'est ce moment de basculement qui vous a incité à prendre la parole, ou c'est autre chose ? Non, vraiment, moi, j'ai été engagée sur la question des femmes en Iran. Alors, sur beaucoup de questions liées aux femmes, mais sur la question des femmes en Iran, toujours de manière très discrète. Parce qu'effectivement, on porte en soi, je dirais, une peur enfuie. Moi, petite, j'ai fait en fait la route vers les prisons. J'ai marché dans les prisons de Téhéran pour aller visiter mon père, qui était emprisonné par le régime du Shah. Le régime de Khomeini a emprisonné et torturé et exécuté ma tante et mon oncle, 19 et 21 ans. Donc, quelque part, on garde en fait cette peur, je dirais, enfouie au fond de soi. Et quand il y a eu l'assassinat de Gina Mahsa Amini, ça a été effectivement un moment où bascule, je dirais, pour le monde, parce que le monde a découvert le combat de longue date des femmes iraniennes. Mais pour moi, je dirais, c'est horrible à dire, mais le moment de bascule a été vraiment de voir le corps sans vie de Nika par terre. Faut savoir que Nika avait 16 ans. Je suis arrivée en France à 16 ans et ma fille avait 16 ans à ce moment-là. Donc c'est vraiment le moment où je pense qu'il y a eu un bascule en me disant que ce n'était plus possible de rester silencieuse, qu'il fallait porter haut et fort la voix de ces femmes, au moins en France, tant qu'on pouvait. Alors vous avez parlé, évoqué votre histoire familiale qui est marquée par la répression. Vous l'avez dit, un père emprisonné, une tante et un oncle arrêtés, torturés, exécutés. Donc quand on grandit avec cette violence un peu comme héritage, est-ce que cela impose un engagement ? Je dirais que oui. Quelque part, en fait, mon éducation et aussi mon histoire familiale m'ont amené à m'engager, bien sûr. Mais on ne choisit pas un engagement juste, je dirais, par héritage familial. On réfléchit, on analyse, on regarde si on s'engage auprès de qui on s'engage. Pour moi, s'engager auprès des vrais résistants, c'est d'être juste aujourd'hui en France. Juste, et j'emploie le mot juste, pour les justes qui ont soutenu à un moment les résistants en France, qui ont soutenu à un moment les opprimés en France. Donc soutenir les résistants, c'est d'être juste aujourd'hui en France. Et donc les résistants, les vrais résistants, ceux qui combattent dans les rues. Alors on va revenir tout à l'heure sur cette notion de vrai résistant. Je voudrais un peu terminer sur les femmes. Ce leadership féminin, on a l'impression qu'il est au cœur de la résistance iranienne depuis 1979. C'est un symbole, ce leadership féminin de la résistance, ou c'est une réalité opérationnelle pour vous ? Non, c'est clairement une réalité opérationnelle. Ouais. Alors ça l'a été avant la Révolution, pour la Révolution. Malheureusement, Khomeini nous a, je dirais, dérobé, volé, usurpé notre révolution. Mais cette résistance, elle est vraiment incarnée. Alors,
dès les premiers jours, les manifestations anti-voile. Faut savoir, moi j'étais avec ma tante, voilée pourtant, à ces manifestations. Elle était organisatrice de ces manifestations. Parce que il s'agissait des droits des femmes. Et les pancartes disaient, les droits des femmes sont les droits de toute la société. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, les résistants iraniens s'organisent. Et les femmes, je dirais, sont plus qu'à l'avant-garde de cette résistance. Elles sont organisatrices, elles sont instigatrices. Donc c'est elles qui coordonnent. Parfois, on peut imaginer que ces résistances que l'on voit à travers le temps en Iran sont des résistances un peu, je dirais, qui naissent de nulle part, ou voilà, qui sont très spontanées. Il faut savoir qu'il y a une résistance organisée en Iran, partout en Iran, à travers les unités de résistance des Moudjahidines du peuple, qui ont en fait une organisation musulmane, démocratique, profondément anti-islamiste, religieux, fasciste depuis 60 ans. Et donc ces organisations-là, ils opèrent à travers l'Iran en attaquant les QG des pasdarans, donc des fameux corps de gardiens de la révolution, les IRGC qu'on entend, ou les CGRI. Oui, les pasdarans, c'est les gardiens de la révolution. Faut exactement, le dire pour nos les auditeurs. pasdarans, c'est les gardiens de la révolution. Et en fait, ils attaquent ces QG-là de manière très opérationnelle. Alors, ironie du sort, du temps du Shah, on les appelait les terroristes marxistes islamistes. Ce régime les appelle les terroristes traîtres à Dieu. Donc, vous voyez la comparaison entre les deux. Et en fait, aujourd'hui, ces résistances-là, et vraiment, faut le voir, parce qu'on a des images qui nous parviennent. Ce sont des femmes qui mènent ces actions-là. Et en fait, moi, je voudrais parler aussi, par exemple, de cette jeune résistante iranienne, je lis bien son nom, Zahra Baloulipour, qui était une étudiante tuée récemment en janvier, et dont les parents ont partagé en fait son nom, faisant partie de la résistance iranienne, des unités de résistance des Moudjahidines du peuple. Et en fait, la danse de son père à son enterrement, ça a été un déchirement pour tout le monde. Enfin, pour nous qui voyions, pour moi, dont en fait, on n'a pas eu les corps de ma tante et mon oncle, on a eu juste 2 tombes. Et il y avait une telle chape de plomb à l'époque qu'on ne pouvait rien y faire. Et voir maintenant, avec toute la répression, ces parents, ces mères, ces pères danser sur les tombes de leurs enfants, c'est vraiment un acte de défiance, comme vous disiez, inouï, extrême. Après, il faut voir dans les rues comment elles manifestent. Moi, je voudrais que l'on regarde ces filles, justement des unités de résistance des Moudjahidines du peuple, à moto, à Téhéran, parade à Téhéran, juste la veille des bombardements de Trump, qui portent le drapeau de l'armée de libération iranienne et qui portent un drapeau qui dit « Nous pouvons et nous devons renverser le régime ». Entendez, en fait. Il faut aussi parler de nos prisonnières. Il faut parler de Mariam Akbari Montfaret. Vous aviez eu la gentillesse de signer, en fait, une pétition. Parce qu'en fait, ça fait 16 ans qu'elle est en prison juste pour avoir réclamé justice pour ses sœurs et frères exécutés en 88 lors des massacres des 30 000 exécutés iraniens. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes organisent, les femmes portent ce mouvement. Et vraiment, elles sont l'ossature de la résistance. Vous ne vous rendez pas compte à quel point. Oh bah si, je l'imagine. Et puis, on ne peut que saluer les femmes. Elles sont engagées et très fortement engagées. Alors, le slogan « Femme, vie, liberté » a fait le tour du monde. On a vu des mobilisations partout, notamment en Europe. Alors, moi, la question que je me pose, c'est que est-ce que ce leadership féminin iranien a été réellement compris, soutenu ou simplement applaudi à distance? On en parle juste après la pause. Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Nous sommes sur Sud Radio et c'est la force de l'engagement. Et nous sommes ce matin avec mon invité Fahimeh Poncenaï, ingénieure française d'origine iranienne, et nous parlons de la résistance des femmes iraniennes. Fahimeh, juste avant la pause, je vous posais cette question. Est-ce que le leadership féminin iranien a été soutenu réellement par l'ensemble des pays européens et outre-Atlantique? Alors, je dirais qu'il y a eu vraiment une émotion globale. Moi, je me suis dit, enfin, le monde voit la résistance des femmes iraniennes. Mais malheureusement,
je dirais que ça ne suffit pas juste de soutenir. Et leur slogan, parfois, malheureusement, a été dévoyé. Comme vous le disiez, leur combat n'était pas uniquement pour leur liberté individuelle, à porter ou ne pas porter le voile, mais par contre, c'était vraiment viser la totalité de ce régime misogyne, sanguinaire, théocratique, tout ce qu'on peut mettre d'adjectifs, je dirais, horribles derrière ce mot. Et en fait, c'est pour ça peut-être qu'elles sont relativement vite passées à Femmes, Résistance, Liberté. Ce qu'il faut savoir, c'est que soutenir ne suffit pas. Il faut un engagement, je dirais, plus ferme. Il faut des condamnations. Il faut arrêter la complaisance que nos politiques ont depuis 47 ans envers ce régime. Il aurait fallu, je dirais, un soutien politique réellement de ces femmes qui descendaient dans la rue. Et donc, pourquoi elles sont passées à Femmes, Résistance, Liberté ? Parce que sans résistance, il n'y a pas de liberté. Sans liberté, il n'y a pas de vie. Donc, ce slogan est essentiel. Et vraiment, moi, j'ai aussi une pensée pour, et en plus, une ingénieure iranienne qui est aujourd'hui condamnée à mort dans les couloirs de la mort en Iran, à Evin. Je crois qu'elle est à Evin. Et qu'en fait, elle est condamnée à mort pour détenir un papier sur lequel c'était marqué « Femme, Résistance, Liberté ». Alors, il y a quelques semaines, les Iraniens sont descendus massivement dans la rue. La répression a été d'une extrême violence. On parle de 30 000 morts. Depuis le début de la guerre, la situation est devenue très complexe. Le système, en dépit d'une organisation très hiérarchique, on a le sentiment que le système défensif iranien est très disséminé, ce qui rend les choses encore plus difficiles. Donc, comment cette résistance peut-elle encore tenir, s'organiser ? Vous lui voyez quel avenir à cette résistance ? Alors, évidemment, la répression est terrible. Ça a été terrible pendant 47 ans et encore. Mais vous avez vu que ça ne les a pas arrêtés. Ça ne les a pas arrêtés de descendre dans la rue. Et en fait, la résistance, ça fait 47 ans. Et pourquoi elle ne s'arrête pas ? Parce qu'elle s'organise davantage, qu'elle est vraiment enracinée de plus en plus et dans toutes les couches de la société. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, aujourd'hui, les bombes perturbent un petit peu cette résistance interne. Mais l'histoire nous a montré que les dictatures ne tombent pas par les guerres. Les dictatures ne tombent pas par les guerres, les dictatures ne tombent pas par les complaisances ou des négociations diverses et variées. Les dictatures ne peuvent tomber que par le peuple iranien et par une résistance organisée. Il faut vraiment que le monde soutienne cette résistance organisée et surtout quand elle est portée par des femmes. Vous défendez une alternative politique avec le Conseil national de la résistance iranienne. Alors, si j'ai bien compris, on a la résistance au sol, tenue par les Moudjahidines. Et puis, il y a ce Conseil national qui, semble-t-il, est pour vous une alternative crédible. Comment est-ce qu'on est sûr que cette alternative ne va pas reproduire demain encore une forme de pouvoir autoritaire ? Là, vous posez vraiment la question essentielle. Pourquoi je crois, moi, à cette alternative ? Elle est crédible. Alors déjà parce que ce n'est pas un homme providentiel qui se te proclame. Ni chat ni mola, en fait. On va y venir, effectivement. Et en fait, ce n'est pas un homme providentiel, ce n'est pas la concentration des pouvoirs dans les mains d'une seule personne. C'est un conseil organisé, c'est un conseil pluraliste. Qui est composé, comme je vous disais, des experts, des intellectuels, des différentes ethnies iraniennes. C'est un concert qui est rassembleur, qui essaye en fait d'avoir aussi d'autres, je dirais, alliances avec notamment les organisations ethniques. C'est un conseil qui est porté par une femme, Madame Rajavi. Et en fait, rien que ça, ce n'est pas anecdotique, que ce soit une femme musulmane démocrate qui porte le combat contre un fascisme religieux, ce n'est pas anecdotique. Il faut l'hégémonie des femmes en face de ce régime théocratique et dictatorial. Il faut savoir, Madame Rajavi a perdu une sœur pendant le régime de Shah, une sœur exécutée enceinte par le régime de Khomeini. Et depuis, elle a décidé, elle, de porter. Imaginez le courage d'une femme, imaginez sa force. Elle est jeune ? Enfin, elle a quel âge ? Non, aujourd'hui, elle a 70 ans. D'accord. Mais ça fait... Oui, ça fait des années qu'elle milite. Ça fait des années qu'elle connaît le système. Et qu'elle porte, en fait, toute la résistance iranienne. Et en fait,
Voilà, on va entendre son nom dans les années à venir. C'est une femme qui, en plus... Voilà, je ne fais pas confiance qu'à la personne, évidemment, même si ça fait des années que je la suis et que je la connais. Mais je fais confiance aussi à son programme. C'est un programme qui est écrit depuis 1982. C'est pas un programme qui date d'hier. C'est un programme qui commence par la séparation de la religion et d'État. C'est un programme qui dit l'égalité totale des femmes et des hommes dans toutes les instances de la société. On a des chances de l'entendre, elle est soutenue, elle est pas avec la situation actuelle. Ou alors, on entend un Trump qui dit c'est moi qui dois choisir. Alors, on l'entend énormément auprès des parlementaires du monde entier. Elle parle au Parlement européen, elle parle aux parlementaires du monde entier. Elle a donc son plan démocratique en 10 points. Donc, je vous disais, la séparation de la religion et de l'État, l'égalité des femmes, l'abolition de la peine de mort. L'Iran est quand même le premier pays exécuteur de femmes dans le monde, il faut savoir. Le deuxième pour l'ensemble, après la Chine, mais pour les femmes, c'est la première. Donc l'abolition de la peine de mort, un Iran non nucléaire, un Iran qui respecte la diversité ethnique, je dirais, de notre pays qui est grande. Et je dirais, et c'est une femme, et je dis encore, c'est une femme, et il faut une femme en face de ce régime. Et ce qu'il faut savoir, c'est en ça, pour moi, qu'elle est vraiment l'antithèse de ce régime, mais aussi l'antithèse de retour de toute dictature en Iran. Alors, à quoi ressemblerait demain, si vous pouvez choisir son destin, à quoi ressemblerait l'Iran que vous espérez? Ça sera ma dernière question. Alors, j'espère un Iran libre, démocratique et laïque. Je voudrais un Iran sans les gardiens de la révolution. Je voudrais un Iran sans Savak, donc la police secrète du Shah. Je voudrais un Iran où le corps des femmes n'est plus un sujet. Je voudrais un Iran où le potentiel des femmes peut enfin apparaître au monde entier. Les femmes sont capables de prendre beaucoup de choses en Iran. Elles l'ont prouvé. Elles vont le prouver davantage dans les années à venir. Je voudrais un Iran où l'on danse, où l'on rit, où on ne chante plus des berceuses révolutionnaires à nos enfants, parce que moi, toute mon enfance, on m'a chanté des berceuses révolutionnaires. Et récemment, il y a encore une berceuse révolutionnaire qui est sortie. Je voudrais qu'on ne chante plus des berceuses révolutionnaires à nos enfants. Je voudrais qu'on chante des berceuses aux enfants où ils peuvent penser, rire, grandir, rêver. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas juste un rêve. Maintenant, c'est une nécessité, c'est une légitimité pour le peuple iranien. Le peuple iranien, les femmes ont donné tant de prix pour la liberté et la démocratie. Elles le méritent. Moi, j'appelle vraiment nos gouvernants à soutenir la seule résistance politique, alternative, démocratique, laïque, qui est capable, en Iran, sur le sol, de porter la voix des Iraniens. Les Iraniens ne demandent pas de retour à une autre dictature, juste la liberté et la démocratie. Ah, ce monde que vous décrivez, c'est le monde qu'on aimerait pour nous tous et nous toutes, partout. Parce qu'en fait, c'est une question universelle, qui décide du corps, qui décide de la liberté, qui décide du destin d'un peuple. Merci Fahimé Pensonaï d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour ces mots, merci pour cet engagement. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour la force de l'engagement, avec celles et ceux qui font bouger la société, avec une même énergie. Et j'espère vraiment vous retrouver très nombreux. À dimanche prochain. C'était la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé.